Et si vous étiez un handiparent, un parent en situation de handicap et invisible? Fréquence Parents, le podcast qui rend visible et donne la parole aux parents en situation de handicap pour que les choses bougent. Donc moi c'est Mathilde Cabanis, j'ai 35 ans, je suis hémiplégique du côté gauche, donc je suis paralysée de la moitié de mon corps suite à un AVC. Et je suis la maman de 3 enfants, Hortense 6 ans, Marceau 4 ans et Léonore 2 mois. Alors moi j'ai fait un AVC quand j'avais 21 ans, quand j'étais en voyage humanitaire au Népal. J'étais à l'école de commerce, j'étais partie en mission humanitaire pour l'été en fait, à la fin de ma première année d'études. J'avais aucune prédisposition, ni génétique, ni quoi que ce soit qui pesait pour ça que j'allais pouvoir faire un AVC un jour dans ma vie. Et un manque de peau en fait. J'ai fait un AVC là-bas, donc je me suis réveillée un matin, j'étais complètement paralysée du côté gauche de mon corps. Et quand je suis rentrée en France, on m'a découvert une malformation au cerveau. Et donc j'ai dû me faire opérer de cette malformation, et c'est l'opération qui m'a laissé les séquelles en fait Donc actuellement j'ai pas l'usage de ma main gauche et je boite avec mon pied gauche. Donc je marche avec un releveur en carbone qui me permet quand même de bien marcher. Même si j'ai une plus grosse fatigabilité et des douleurs aussi liées au releveur en fait de carbone avec des frottements qui peuvent faire un petit peu mal si je marche longtemps. J'avais déjà entendu parler parce que ma grand-mère avait fait un AVC 2 ans ou 3 ans auparavant, mais justement pour moi c'était un truc de vieux et donc clairement au Népal j'ai pas du tout l'impression que je suis en train de faire un AVC. Enfin, pour moi j'ai un air de coincé, ça va se remettre. Et c'est en rentrant en France qu'on me parle d'AVC. Quand j'étais au Népal, on me parlait de tumeur au cerveau. Donc, moi, mon premier réflexe, c'est déjà de savoir si c'est vital. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je peux en mourir? Et on m'a dit que j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, j'ai fait un AVC hémorragique. Donc, il y a 2 types d'AVC. L'AVC systémique, où il y a un caillot qui se bloque dans l'artère. Donc là, il n'y a plus tout d'oxygène qui vient au cerveau. Et c'est là où il faut aller vraiment très très vite. Et il y a les AVC hémorragiques où là, en fait, le cerveau continue d'être irrigué, mais du coup, ça fait comme un énorme hématome dans la tête. Et moi, ça a bloqué tout mon côté gauche. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant, en fait, de vivre ça aussi jeune. Et ça pose plein de questions, et au final, il n'y a pas forcément de réponse à ces questions parce que on sait pas d'où ça vient. Et j'ai arrêté de chercher, en fait. Voilà, c'était mon destin, je pense. Je devais vivre ça. A priori, j'avais une malformation depuis la naissance. Mais comme on fait pas d'IRM quand on est, personne peut savoir en fait ce qu'on a tous. On a tous plein de petits trucs qui vont pas très bien dans notre corps et des fois ça se déclenche, des fois ça se déclenche pas. Moi ça s'est déclenché à 20 ans et au final je trouve que le timing était plutôt bon. Donc parce que ça m'a laissé le temps. Enfin j'étais jeune et donc mon cerveau était très réactif. Il a réussi à trouver d'autres techniques pour pouvoir récupérer. Et mon objectif ça a toujours été de retrouver mon autonomie. Je me suis vraiment battue pour ça en fait, de pas rester dépendante. Et que quand j'ai compris que je récupérerais pas tout, c'était comment je fais pour adapter mon quotidien et faire en sorte que je vive la vie la plus classique quand même, malgré le handicap. Je suis hyper bien entourée. On parlait d'entourage tout à l'heure et en fait mes parents, mon frère et ma sœur, mes amis, j'avais déjà une vie bien établie, tu vois, à 20 ans, les gens te connaissent et t'aiment pour qui tu es en fait et quand il t'arrive un accident comme ça, il y a très peu de gens qui m'ont tourné le dos. Et au contraire, les gens ont vraiment été encore plus à mes côtés. Ça a été des actes d'amour de ouf et j'ai eu un soutien hyper positif de la part de tout le monde. Et du coup, tout le monde était tellement confiant que j'allais réussir à m'en remettre, que j'étais forte et que ça allait bien se passer. En fait, j'y ai cru. Et donc du coup, et puis il y a aussi quelque chose, c'est que j'ai passé 3 jours à pleurer et après je me suis dit, mais en fait, si je reste dans cet état-là, très noir, pas bien... Enfin, j'ai 20 ans, en fait, il me reste encore 60 ans à vivre quasiment, peut-être, avec un peu de chance. Si je reste dans cet état-là pendant 60 ans, autant tout arrêter maintenant, quoi. Ça n'avait pas de sens. Et donc, je me suis vite dit qu'il fallait que je rebondisse et que c'était que du corps, enfin, c'était que du physique. J'avais encore ma capacité de réfléchir, de parler, d'intellectualiser les choses. En fait, je pouvais encore faire plein de trucs, c'est juste que je peux plus courir. C'est le seul truc vraiment qui m'est resté, c'est que je peux plus courir. Tout a changé et en même temps rien n'a changé. Et donc je me suis rattachée à ça. Et je me suis rattachée aussi à mes perspectives d'études parce que mon objectif c'était de finir mon bac+5. Donc j'ai fait ça, j'étais à bac+3 et en fait toutes mes opérations, mes temps de rééducation se sont inscrits en fait dans le cadre de mes études et à chaque fois j'ai réussi à revenir à la rentrée
finir mon cursus, partir à l'étranger pour faire mes stages. Et en fait, ça a été bénéfique, je pense, de pouvoir me raccrocher à cet objectif qui était pour moi hyper important d'être diplômée. Et ensuite de me dire, je pourrais faire ce que je veux de ma vie plus tard, mais je veux finir ce pourquoi j'ai commencé en fait à travailler. J'ai une grande famille, mon père ils sont 7, ma mère ils sont 6, nous on est 3. Mon mari ils sont 3 aussi dans sa famille. Et en fait, j'ai toujours été hyper entourée, les grandes tablées, c'est bruyant, ça rigole, il y a de la vie quoi en fait. Et depuis toujours, je me suis toujours dit que j'avais envie, moi aussi, d'avoir une famille, d'avoir des enfants. J'ai fait mon BAFA, j'ai toujours été entourée d'enfants, en plus avec mes petits cousins, ce genre de choses. Et à aucun moment, je me suis dit que je pourrais pas être mère. Là où moi, ça a été compliqué pour moi, c'était quand je me suis séparée de mon ex-copain. Où en fait, j'ai été pour la première fois célibataire, handicapée. Et là, je me suis dit, mais qui va vouloir de moi, quoi, en fait? Qui va vouloir sortir avec une nana qui a la moitié du corps qui fonctionne pas? Et ça a vraiment été assez difficile à... La rupture a été compliquée à accepter parce que je me suis dit, je vais finir toute seule avec des chats. Et c'était pas envisageable pour moi parce que j'aime trop être entourée et en couple. Et c'était compliqué de me dire que ça allait pas pouvoir se faire. Et puis, après 2 ans de célibat, j'ai rencontré mon mari sur une application de rencontre. Et en fait, lui, il a mis du temps, je pense, à me percevoir comme étant quelqu'un avec qui il pourrait partager sa vie. On a été amis pendant 6 mois. Et moi, j'ai tout de suite su que j'allais me marier avec ce gars. Après notre premier rendez-vous, je me suis dit que c'était lui l'homme de ma vie. Mais je pense qu'on n'est jamais prêt à se dire je vais tomber amoureux de quelqu'un qui est en situation de handicap parce que c'est pas l'archétype. Et ça, il le dira jamais et on n'est pas d'accord là-dessus, mais je pense que c'est quand même ce qui se jouait en lui inconsciemment. De se dire, cette meuf-là, je l'aime trop, elle est trop sympa, mais ça restera une copine parce que elle correspond pas au standard que je m'étais imaginé. Et c'est ok, en fait, de prendre son temps. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'il lui a fallu un peu de temps, je pense, pour m'envisager comme étant la femme de sa vie. Mais une fois qu'il a décidé que c'était bon, on s'est mariés dans la foulée. Il me demande un mariage 1 an après notre rencontre. Et Hortense est arrivée 1 an et demi après. Moi, je me suis dit que je voudrais être mère, mais c'était j'envisageais pas aussi rapidement. Et en voyant comment mes copines commençaient à vouloir avoir des enfants, il y en avait qui commençaient à galérer à avoir des enfants. Et donc, avec mon mari, on se dit, peut-être, faut que j'arrête le contraceptif pour qu'on se laisse le temps, de voir, quoi. Ça se trouve, ça va prendre 1 an, 2 ans, on n'en sait rien. Bon, au final, ça a pris 1 mois avant que je tombe enceinte, donc j'étais enceinte assez vite. Mais, c'est vite, posé la question de comment j'allais accoucher. Parce qu'en fait, moi, j'habitais à Paris à l'époque, j'envoie mon dossier à 3 maternités, et 3 maternités, je suis refusée. Et là, vraiment, je commence à me dire, mais je vais faire comment pour accoucher? Parce que si tout le monde me refuse, je suis dans la merde, en fait. C'est pas Jean-Charles qui va m'accoucher sur mon canapé, quoi, en fait. Comment je vais faire? Et c'est là où je tombe sur l'IMM, l'Institut Mutualiste Montsouris, qui a une section spécifique pour l'accompagnement des femmes handicapées, qui a été portée par Béatrice Lidiard-Chamois au sein de cet hôpital. Et c'est là où j'ai été suivie pour mes 3 grossesses et où j'ai accouché les 3 fois. Parce qu'en fait, du coup, tout le monde est sensibilisé. Ils ont vraiment aménagé certaines chambres pour des parents en situation de handicap. Elle pratique la langue des signes, donc elle peut accompagner aussi les femmes sourdes. C'est impressionnant et elle m'a appris plein de choses sur mon corps qu'en fait aucun médecin m'avait parlé d'un point de vue gynécologique ou des conséquences de handicap que je savais pas que c'était des conséquences de handicap. En fait, je pensais que c'était mon corps de manière classique, mais en fait non, c'était lié à l'hémiplégie. Et c'est vrai que c'était assez ouf de la rencontrer. Et là où j'ai vraiment été déçue, c'est que personne m'a orientée vers elle. C'est-à-dire qu'on m'a juste refusé de la maternité en disant non, vous avez trop de risques de faire un AVC, on vous prend pas. Alors qu'en plus mon neurochirurgien avait fait un courrier comme quoi j'avais pas plus de risques que n'importe qui autre de refaire un AVC. Et donc là, ça a été c'était une période assez compliquée moi émotionnellement parce qu'en fait j'étais enceinte mais je savais pas comment est-ce que j'allais accoucher et j'ai vraiment eu le sentiment de la discrimination à ce moment-là. Alors que avant d'être mère, globalement mon handicap en fait je l'ai accepté, j'ai tout de suite bossé, j'ai tout de suite gagné mon argent, j'ai réussi à acheter mon premier appartement à 26 ans avec l'aide de mes parents, mais et en fait je faisais vraiment comme ma vie comme si de rien n'était en fait. Handicap pas handicap pour moi c'était pas un sujet. Et là ça m'a mis dans la tête, non en fait
t'es handicapé et on veut pas de toi pour t'aider à accoucher. Et ce que je comprends toujours pas, pour en discuter longuement avec Béatrice, c'est qu'en fait, les sages-femmes, lors de leur formation, elles ont pas de volet sur le handicap et la parentalité. On est quand même 11 millions en situation de handicap. Dans les 11 millions, il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de devenir parents. Et ça mériterait quand même un petit chapitre, à minima. Je sais pas, 1 heure de TD sur l'handiparentalité. Ce serait pas suffisant, mais ce serait déjà ça. Moi, j'ai rencontré des sages-femmes qui me disaient, voilà, on vient se former auprès de Béatrice pour pouvoir accompagner dans nos maternités ensuite des femmes en situation de handicap, quoi. Ma première grossesse, elle s'est super bien placée. Moi, les problématiques, dans l'ensemble, j'ai eu 3 bonnes grossesses d'un point de vue physique. Ma seule problématique, c'est que je fais beaucoup de rétention d'eau. Déjà, je pense qu'on est enceinte, on fait plus de rétention d'eau. Mais en fait, moi encore plus. Et donc, j'ai ma jambe gauche qui gonfle. Je peux plus mettre mon releveur en carbone. Du coup, j'ai des problèmes pour marcher. Et j'ai des douleurs au bassin. Et en fait, c'est les seuls moments où j'expérimente ce qu'est la douleur. Moi, je suis hémiplégique, mais j'ai pas mal. Et c'est ça qui est assez compliqué à comprendre, c'est qu'en fait, je ressens moins bien, comme si mon corps était toujours un peu engourdi, en fait. Mais du coup, c'est pas de la douleur, c'est désagréable, mais c'est pas douloureux. Et là, quand à chaque fois on se retrouve un peu alité parce que on a le bassin complètement bloqué, on a mal aux pieds, et ça, c'est vraiment l'état de douleur est vraiment très compliqué pour moi à vivre. Et je me dis, c'est qu'on a des douleurs chroniques au quotidien, waouh. C'est un truc de ouf, quoi. Mon premier accouchement, moi, j'ai eu le sentiment qu'il m'a été un peu volé quand même. Parce que, il y a quand même cette pression de l'AVC qui pèse sur les épaules de tout le monde, où ils se mettent un stress. Et du coup, au moment où on me pose la péridurale instantanément, donc un peu adieu, le coup, va dans ton bain, essaye de gérer tes contractions, c'est non, péridurale. Et au bout de 14 heures, en fait, quand j'accouche, quand vient le moment de pousser, déjà il y avait le médecin qui était déjà là. Il y avait 6 personnes dans la pièce pour accoucher. Et au bout de 5 minutes de pousser, elle me dit, vas-y, prends les ventouses pour sortir votre fille, on va vous aider, quoi. Et je suis là, mais je comprends pas, ça marche bien. Oui, mais on va aller plus vite. Alors que j'avais mon neurochirurgien qui avait quand même dit que je pouvais au moins faire une demi-heure de poussée si jamais il y avait besoin. Ce qui est certain, c'est que j'ai pas été traumatisée dans mon accouchement dans le sens où j'ai pas eu mal. Je suis ressortie de là sur la photo, limite, je suis plus fraîche que mon mari parce que j'ai dormi toute la nuit alors que lui, il a dormi sur son siège, le cou coincé. Et je lui dis, t'as de la chance, je suis pas traumatisée, je pourrais refaire ça une deuxième fois. Mais il y avait un petit goût d'amertume en me disant, en fait, on m'a juste tiré mon bébé de mon corps, on m'a pas laissé aller jusqu'au bout du truc, quoi. Et bon, ça s'est bien passé, mais j'étais un petit peu amère de cette premier accouchement-là. Et par contre, après, comme ça s'est très bien passé d'un point de vue de santé, et que tout m'a bien vu que je gérais bien et tout, les 2 suivants, ça s'est hyper bien passé. Et Marceau, j'ai accouché la nuit de Noël avec une seule nana, les petites lumières dans la salle, les chants de Noël et la péridurale, mais sans douleur. Et elle m'a en fait, j'étais passée du tout au tout, parce que Hortense, il y avait 6 personnes. Là, je me retrouve toute seule avec une nana qui me dit, c'est maintenant. Et je suis là, quoi? Mais vous n'avez pas des collègues? Non, mais c'est bon, ça va le faire. Et Marceau, ça a été un accouchement incroyable. Et Léonore est née sans péridurale en 3 heures. Donc, ça s'est aussi très bien passé. C'était un peu plus sportif parce que c'était la 3e et je pense que ça allait très vite. J'ai pas trop eu le temps de comprendre ce qui se passait, mais mon corps a quand même réussi à gérer l'accouchement d'une main de maître et la récupération aussi derrière qui s'est bien passée, quoi. Donc au final, d'un point de vue physio, je suis assez fière de mon corps de me dire en fait ouais, je suis hémiplégique, mais pour autant j'ai quand même réussi à accoucher 3 fois par voie basse sans contrainte spécifique. Parce que quand je suis allée voir Béatrice la première fois, je lui ai dit mais est-ce que je dois accoucher par voie basse ou est-ce que ça va être une césarienne programmée? Là, elle m'a dit mais non, mais pas du tout. Il y a pas de raison que ce soit une césarienne programmée. Ton corps est capable de le faire. Et du coup, je suis là, ok, bon bah. Et j'ai beaucoup remis, toute ma grossesse dans les mains de Béatrice, en fait. Le fait d'être accompagnée par elle, ça m'a vraiment rassurée. Elle m'a aidée pendant avec de l'autonomie, elle m'a aidée pendant la session de l'accouchement, et après, elle m'avait bien aidée à préparer, à acheter du matériel un peu spécifique. J'ai pas besoin de grand chose, mais 2-3 trucs qui me permettent d'avoir les mains libres, par exemple, les salades pour les bébés pour sortir du bain. Elle m'avait dit, prends une cape qui se accroche au niveau de ton cou. Comme ça, tu n'auras pas besoin, tu vas pas être trempé.
Voilà, c'était des petites astuces comme ça qu'elle me donnait et qui me permettaient du coup d'être plus sereine pour l'accueil de mon bébé. Nous, on finance une aide ménagère depuis cette année. Moi, j'ai dit à mon mari, il y a un moment donné, il va falloir qu'on mette de l'argent là-dedans parce que je vais m'épuiser. Et ce qui change vachement dans cette 3e grossesse par rapport aux 2 premières, bon, déjà, j'ai un bébé qui est hyper sympa, donc ça joue aussi, mais le fait d'être aidé pour faire le ménage, rien que ça m'enlève 3 heures de travail physique à faire que je fais plus, et je sais que ma maison est propre. Elle est pas tout le temps rangée, mais au moins elle est propre, elle est clean une fois dans la semaine, quoi. Et ça, c'est agréable. Et on fait aussi, on investit dans un sèche-linge aussi, parce que là, à 5, le linge, ça tourne. Mais on finance ça avec notre argent qu'on gagne, quoi, en fait, pour l'instant. Et donc, c'est pour ça que la PCH parentalité, moi, j'avais comme espoir de pouvoir financer ces frais de ménage-là grâce à cet argent-là. Tu vois, moi, clairement, je peux faire mon ménage. C'est pas un sujet. Quand j'avais pas d'enfants, je le faisais. Et même quand j'avais des enfants, pareil, je le fais aussi. C'est juste que l'accumulation de la gestion des enfants, la fatigue. Enfin, moi, c'est clairement une histoire de fatigue parce que l'AVC, ça touche au cerveau. Et donc, une des seules choses à faire pour aller mieux, c'est dormir. Sauf que quand t'as 3 enfants, dont un bas âge que t'allaites et qui se réveille toutes les 3 heures, le sommeil, il est un peu haché. Et donc, en fait, j'ai plus d'énergie pour faire d'autres trucs à côté, quoi. Et donc, c'est vrai que, cette aide-là, par exemple, si je pouvais en avoir besoin, ce serait hyper utile. Maintenant. Et pas forcément dans 10 ans, en fait. Ou alors dans 10 ans, peut-être, si mon handicap c'est grave. Mais pour l'instant, en tout cas, je trouve que la parentalité m'a amené un autre regard sur l'accessibilité et sur le handicap que j'avais pas avant. Parce que j'avais l'impression que je me gérais et que voilà, je pouvais tout faire toute seule. Et en devenant maman, je me rends compte qu'en fait, j'ai quand même besoin d'aide. Et que mon handicap a un impact sur ma vie de famille. Pas aussi énorme que dans certaines autres familles, mais quand même, quoi. C'est pas si simple, quoi, en fait. Alors déjà, moi, il y a un paramètre dans mon histoire, c'est que ma première fille, du coup, elle a eu une greffe de foie quand elle était plus jeune. Donc, je suis aussi aidante familiale. Donc, ça a rajouté un peu une couche de stress et de fatigue sur déjà tout le système. Et donc, quand Hortense, j'ai passé 2 ans à l'hôpital avec elle pour gérer tous ses problèmes de santé, ça a un peu mis un gros coup de pied dans ma vie classique. En fait, la problématique de l'aidance cumulée à la parentalité, parce qu'en fait, déjà, quand on est parents, on est des aidants. Parce qu'en fait, nos enfants, ils sont dépendants de nous. Mais quand t'as les problèmes de santé qui se rajoutent à ça en plus, ça amène un stress, ça amène de la fatigabilité et de la charge mentale supplémentaire. Et donc, j'ai changé toute ma vie déjà en accueillant ma première fille avec ses problèmes de santé. Je me suis dit que je pouvais plus continuer à bosser 40 heures par semaine comme avant. C'était plus possible en fait. Et donc, en passant à mi-temps, en étant à mon compte, en choisissant mes contrats, on perd un peu en salaire et en qualité de vie. Mais par contre, on gagne en confort et en liberté en fait de ces journées et de pouvoir être là pour tout le monde. Et ça, c'est quand même, ça a été un gros changement dans notre vie à tous les deux avec mon mari parce que nous, on bossait tous les deux à 100% avant. Je sais pas si j'ai mis en place des astuces. Ce qui est certain, c'est que je fais un peu à l'intuition. Et je pense qu'on répète aussi l'éducation qu'on a reçue. Je trouve que j'étais bien éduquée. Donc, du coup, j'essaie de faire un peu la même chose. Moi, mon objectif, c'est de passer du temps avec mes enfants. C'est d'être là avec eux le soir. C'est pas qu'ils soient élevés par les nounous. Et pour autant, c'est aussi d'avoir ma propre vie pour pouvoir me reposer. Et donc, en fait, je pars tous les 3 mois en week-end. Ça, c'est un truc, ça fait depuis la naissance de Marceau que je fais ça. Parce que les 2 ans avec Hortense ont été épuisantes et je me suis vraiment perdue dans ce rôle d'aidante aussi à vouloir tout faire, maison, la bouffe, les produits ménagers. J'étais un peu dans le truc écolo à fond et donc je m'étais mis une pression de dingue. Et donc c'est vrai que là, en décidant de partir toutes les 3 mois, ça me permet de souffler un grand coup, ni avec mon mari, ni avec mes enfants, parce que je pars avec mon mari aussi, on part tous les deux aussi, et on se fait 15 jours au Japon l'année dernière par exemple, on essaie de se faire un gros voyage par an. Et en fait, ça nous permet de nous ressourcer. Et nous, on a beaucoup de chance parce que nos parents, de l'un et de l'autre, ont envie de faire partie de la vie de mes enfants, sont ravis de les avoir à la maison, et donc ils les prennent pour les vacances scolaires. Là, mon fils, il est chez mes parents, par exemple, chez mes parents. Et donc, en fait, ça permet de pouvoir souffler aussi un petit peu et d'adapter et d'ajuster ma fatigue.
Et là, typiquement, avant d'accoucher de Éléonore, mes parents ont eu 3 semaines des enfants cet été. Et mon père m'a dit, mais en fait, moi, à chaque fois, il fait le médicament à notre place quand on se voit, donc les week-ends, sur 2-3 jours ou une semaine s'il les a en vacances. Mais là, c'est la première fois qu'il le faisait aussi longtemps. Parce que le réveil, il est à 5h55 le matin. Et après, il faut se rendormir et se réveiller. Et il dit, sur 3 semaines là, en fait, j'ai compris. Ça m'a permis de réaliser la charge mentale que vous aviez par rapport à ce médicament et la fatigue que ça engendrait. Et waouh, vous faites ça toute l'année, H24, il n'y a pas un jour de répit. Chapeau, parce que c'est plus difficile qu'on ne le pense, en fait. Sur les 3, j'en ai 2 qui vont à l'école. Et Léonard, pour l'instant, elle est avec moi à H24. Hortense est en CP, Marceau en moyenne section. Et nous, du fait de la situation de santé d'Hortense, on a décidé de les mettre dans l'école Montessori à côté de chez nous. Parce que comme il y a des trucs qu'elle peut pas manger avec ses médicaments, et puis ça nous rassurait, en fait, aussi de la savoir dans un petit effectif après la greffe. Et donc en fait on a beaucoup de chance parce qu'en fait c'est une toute petite école, la directrice elle est aussi prof, tout le monde se connaît, et donc c'est vrai que c'est un peu un non-sujet. Je te cache pas que en fait on a plus parlé des spécificités d'Hortense pour qu'elle puisse partir en classe découverte, qu'elle puisse faire des activités, et en plus j'ai toujours été choquée positivement parce que ça a toujours été un non-sujet. En fait elle part quand même 5 jours en classe découverte, c'est la maîtresse qui fait les médicaments, et ça c'est assez ouf pour moi. Et les devoirs, on expérimente pour la première fois cette année les devoirs, et nous elle a juste un seul devoir à faire sur toute la semaine. En gros on les a le lundi et il faut que le vendredi soit fait. Donc on les a fait avant que vous veniez, et en vrai ça a pris 15 minutes. Mais c'est un sujet parce que je trouve que c'est plus un sujet de parentalité plus que lié au handicap. C'est juste que ma fille, des fois, elle n'a pas envie de faire ses devoirs et tu dois négocier pour si c'est le moment de faire les devoirs. Et je découvre ces phases de négociation là, et je me dis, punaise, oui, effectivement, quand il y aura plusieurs enfants à gérer les devoirs de tout le monde, ça va être sympa. C'est sûr que de toute façon, je trouve que le rôle de parent en tant que tel est tellement difficile. Moi, je trouve que c'est le rôle le plus difficile que j'ai jamais eu à avoir dans toute ma vie, quoi. Toutes mes carrières, mes postes, mes machins, à l'école. En fait, avant d'être parent, ta vie, elle est quand même... En tout cas, la mienne, elle était très simple. Très, très facile. Et c'était très, très cool. Et c'est vrai que la responsabilité des enfants, de leur apprendre les choses, là, en plus avec maintenant... tout ce qu'on entend sur l'écologie, c'est des trucs, ça te met une pression en tant que parent aussi assez importante, où oui, moi j'ai pas envie que mes enfants, ils laissent couler l'eau, ils tripaillent, et que la lumière elle soit pas allumée, plein de trucs comme ça qui viennent en plus se rajouter que nos parents nous apprenaient pas. Quand je les vois évoluer, je me dis que pour l'instant, je réussis pas trop mal mon boulot, qu'ils sont globalement polis, ils sont bien dans leur basket. On parle beaucoup de plein de sujets. Je pense que ça interroge beaucoup. Puis moi, je me suis toujours demandé s'ils allaient avoir honte de moi, du fait que ma main, elle fonctionne pas, parce que des fois, on a des discussions à ce sujet. Et une fois, Hortense, elle m'a dit « Ah, j'aimerais bien que ta deuxième main, elle marche. » Et je dis « Mais qu'est-ce que ça changerait à ta vie que ma deuxième main marche ?» Et elle m'a regardée, elle m'a dit « C'est vrai, tu pourrais toujours faire des crêpes. » Et ouais, c'est vrai que même avec... en fait, il me suffit d'une main pour faire des crêpes, donc... Et elle m'a toujours vu me débrouiller, et comme elle aussi est en situation de handicap, je pense que j'ai envie d'avoir ce rôle modèle-là aussi envers elle, pour que plus tard, quand dans sa construction, déjà elle est pas honte de son histoire, elle ait confiance en elle. Je pense que le meilleur cadeau qu'on offre à un enfant, c'est la confiance, qu'ils aient confiance en eux, et qu'elle ait pas honte de son handicap, et que peu importe qu'elle suive ses envies, et qu'elle adapte après ce qui est adapté. Mais du coup, si elle me voit faire ça, moi, suivre mes envies et d'adapter, même quand c'est difficile, j'adapte. Plein de fois, ou des fois, je suis en train de faire un truc, et elle dit, tu veux qu'on appelle papa pour qu'il fasse? Je dis, non, mais laisse-moi persévérer, je vais y arriver. Et quand j'y arrive, je dis, tu vois, t'es pas obligé d'appeler quelqu'un. Tu peux aussi rater quelques fois et réussir. Et donc, je pense que en me voyant évoluer et faire des choses, ça va l'aider dans sa construction, elle aussi, et l'appréhension de son propre handicap, en disant, mais en fait, c'est pas un sujet. Je pense que j'aurais eu plus de mal peut-être à accepter cette situation si j'avais pas eu moi-même un handicap, peut-être.
Moi, je suis convaincue que la force du témoignage, elle réside parce qu'il y a des gens qui témoignent. Et que, en fait, si personne ne témoigne, personne ne peut se représenter ce qui est possible ou pas possible de faire. Et donc, j'estime que, j'ai envie et ça me fait plaisir aussi, moi, de transmettre, partager. C'est un peu dans la continuité de tout ce que je fais en entreprise, pour le coup, plus sur comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des personnes en situation de handicap. Mais pour moi, c'est important de pouvoir aussi être un rôle modèle, quoi. Et quand je reçois des messages de gens qui me disent « Ah, je suis hémiplégique et en fait, je m'interdisais de devenir maman, mais en fait, t'as 3 gosses et tu gères et personne, tout le monde va bien. En fait, je vais peut-être aussi, moi, réussir à faire ça. » Et je dis « Mais oui. » Et moi, j'ai toujours suivi mes envies et adapté le chemin qu'il y avait adapté. Je pense que c'est important d'expliquer qu'il y a aussi cette version-là que c'est possible de vivre comme ça et de pas juste tout réduire à son handicap et de tout faire en fonction de son handicap. J'ai monté mon Fuji avec mon mari l'année dernière. Clairement, sur le papier, c'était pas du tout la personne qui pouvait le faire. En fait, j'ai des problèmes de marche et pour autant, j'avais envie de le faire. J'avais envie de faire ce pèlerinage avec mon mari, que ce soit un truc qui nous lie. Et je suis très fière d'avoir réussi à le faire, même si ça a été hyper galère. Et donc, je trouve que la parentalité, c'est aussi un peu ça. C'est galère parfois, mais en fait, c'est tellement aussi tellement d'amour autour de la construction d'une famille que je trouve ça dommage que les personnes handicapées s'auto-censurent sur ce sujet-là en plus. Le handicap nous prive de beaucoup de choses, mais ce serait dommage s'il nous prive d'amour, quoi. Je pense qu'il y avait quelque chose à changer pour faciliter l'handiparentalité. Il y a quand même tout ce sujet de l'information. Enfin, peut-être tu m'as encore appris des trucs pendant notre discussion, alors que je suis quelqu'un d'assez averti. Donc je me dis, quelqu'un qui est novice sur le sujet, qui a jamais entendu parler de parentalité, qui est handicapé, il doit aller creuser où pour trouver les infos, quoi, en fait. Donc je pense que l'accès à l'information est primordial. Mais je me demande si les instances ont pu imaginer à un moment donné qu'on allait avoir envie de faire des enfants en étant handicapé. Et donc je suis assez intimement convaincue que personne s'est posé la question de est-ce qu'il y avait des parents handicapés. Et on le voit bien, dans les médias, il y a une représentation qui est proche de zéro des parents handicapés. Et quand on en parle, c'est tout le temps des mères en fauteuil roulant. Et moi, je me suis un peu battue avec la maison des maternelles ou Bliss Story parce qu'en fait, je leur disais, mais il faut vraiment que vous laissiez la parole à d'autres types de parents en situation de handicap. Et je suis passée récemment dans le podcast de Bliss et en fait, j'ai eu des retours assez ouf de mamans, de femmes hémiplégiques qui me disent que c'est la première fois qu'on entend parler d'une mère hémiplégique. Il y a tellement peu de représentation qu'en fait, grâce à toi, je me rends compte qu'en fait, je vais pouvoir suivre cette envie-là d'enfant. Et donc, moi, j'ai fait un peu de quelques médias pour expliquer que, en fait, la parentalité, c'est qu'une question d'envie. Si t'as envie d'être parent, c'est pas ton handicap qui doit t'empêcher de le devenir. Parce qu'il y a du dispositif qui peut t'accompagner, mais autant encore faut-il qu'il soit connu et qu'on en parle. Et donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment important de se dire et de rassurer les parents, les futurs parents handicapés en disant mais en fait vous pouvez devenir handicapé vous pouvez devenir parent si vous avez envie de devenir parent. Et pas de se dire j'aimerais bien être parent mais en fait ça va pas être possible avec ma situation. Ça c'est difficilement entendable pour moi de dire que j'ai très envie d'être mère, mais par contre, je me l'autorise pas parce que c'est quand même dur d'imposer ça à un enfant, en fait. Un enfant, il a besoin d'amour, il a besoin d'avoir un foyer stable. Et je pense que même en étant handicapé, on peut complètement apporter ça à un enfant. Et en plus, on va faire des enfants qui ont été élevés dans la différence, qui ont été élevés avec des notions d'inclusion, des notions de respect de l'autre, de bienveillance, qui seront des adultes, je pense, beaucoup plus humains que peut-être des gens qui ont été élevés par des parents non handicapés. Vous venez d'écouter Fréquence Parents. Alors si vous aussi êtes parent ou futur parent en situation de handicap, rejoignez le collectif Antiparentalité, un réseau de soutien et d'entraide entre pairs. Un podcast réalisé par Action Visible en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et les marques Azae et Dom Alliance, spécialistes des services à la personne et membres du groupe à domicile.